Allez, c'est parti. Bienvenue dans ce 6e épisode du Processus Talk. Et aujourd'hui, on a fait le choix de parler du principe de spécificité, qui est un principe assez fondamental dans l'entraînement. Que ce soit de l'entraînement en salle, en prépa physique, mais aussi dans le contexte de pratique. Mais vous allez comprendre un peu tout ça. Sans plus attendre, Jenny, donne-nous une petite définition de ce que c'est que ce principe de spécificité. Alors, le principe de spécificité dit que les adaptations de l'entraînement sont spécifiques aux exercices effectués et aux muscles sollicités. Nous, on viendra même un peu plus parler des tissus sollicités, on exposera ça après. Et c'est dans un seul et même but d'améliorer une compétence ou une capacité particulière. Ouais. Donc l'entraînement, il doit être spécifique à la compétence qu'on veut améliorer ou à la capacité qu'on veut améliorer. Donc ça dépend quelle qualité physique tu veux développer ou sur quelle partie du spectre tu veux travailler. Voilà. On en parle juste de l'hélico en bruit de fond. Qui se met maintenant quand on commence. Voilà, exactement. Ça fait bien 30 minutes qu'on est là. On est en train d'installer toute la caméra, les chaises, et il faut qu'on démarre le podcast pour qu'il y ait un hélico qui passe. Bon, on ne sait pas si ça s'entend, mais en tout cas, ça fait partie... Des aléas du direct. Ça fait partie du processus talk qu'on a choisi de filmer en extérieur à chaque fois. Donc, c'est comme ça. Je pense que ça va s'entendre. Ouais, je pense que ça va s'entendre aussi, mais on espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Bref, revenons-en à notre principe de spécificité. En fait, on fait ce podcast parce qu'on entend pas mal de coachs, préparateurs physiques, même des kinés en vrai, qui viennent parler de préparation physique générale et de préparation physique spécifique. Je ne sais pas ce que c'est ton avis là-dessus. Moi, je pense que les deux ont lieu, la préparation physique générale et la préparation spécifique. Chacun a ses définitions personnelles de l'un ou de l'autre, mais je pense qu'il y a quand même un contexte et une définition où beaucoup se rejoignent, quoi. On sait que s'il y a deux termes, général et spécifique, c'est que forcément, il n'y a pas forcément le même objectif. Ok. Donc pour moi, d'un point de vue préparation physique générale, j'ai envie de dire, c'est essayer d'être plutôt assez loin de tout ce qu'on peut faire dans notre sport ou être loin de la spécificité de notre échéance, de notre objectif. Pas forcément être à l'extrême opposé, mais juste ne pas travailler les qualités qu'on va retrouver le jour J, ou alors tout simplement de développer, on va dire, tout le spectre de manière générale, sans se focus à 100% sur une seule et même qualité physique qui va nous servir spécifiquement pour l'échéance. Est-ce que toi, tu as à peu près la même définition ou... Pour moi, la préparation physique spécifique, ça n'existe pas. Ok. Voilà, comme ça. Oui, la préparation physique spécifique, ça n'existe pas. Par contre, pour moi, la préparation spécifique, ça existe. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Je voulais pas parler de la préparation physique. En fait, par définition, la préparation physique... c'est général. C'est général, voilà. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que souvent, si tu regardes par exemple sur YouTube la préparation physique des joueurs de foot du Real ou de Manchester, je ne sais plus, on va pas critiquer ce que leur font faire leurs préparateurs physiques. Mais on voit que par exemple, pour mimer une frappe, et en gros, leur coach décide d'accrocher à la cheville un élastique, ok, et le joueur va devoir mimer en fait le geste de frappe avec cet élastique accroché au pied, ok. Donc on essaie de faire des exercices dans ce contexte de préparation physique qui sont spécifiques au sport, ok. Ils sont spécifiques parce que ce geste de frappe, c'est le même que j'ai quand je suis sur mon terrain, quand je frappe dans mon ballon, ok. Ils sont tellement pas spécifiques en vrai. C'est juste des exercices qui ressemblent. Voilà, en fait, ce qu'on entend aujourd'hui dans le terme préparation physique spécifique, c'est ça, c'est de mimer des exercices
de mimer des gestes qu'on va retrouver dans le contexte de pratique. Et en fait, on voit des trucs mais ultra farfelus, ça a ni queue ni tête. Et c'est de la merde, je pense, on peut le dire. Oui, Si tu veux faire du développement de qualité physique, c'est un peu nul. Pourquoi? Si déjà on reste sur cet exemple-là de ce geste de frappe avec un élastique, bah en fait on est bien loin des contraintes que le footballeur va retrouver sur son terrain, parce que le moment où il va venir frapper, bah, il va être en appui sur une jambe, il va y avoir de la vitesse, donc sa prise d'appui va se faire sur une jambe certes, mais avec de la vitesse, il va devoir amortir sa vitesse de déplacement, il va accélérer son membre pour frapper fort dans le ballon. Il peut y avoir une incertitude parce qu'il ne sait pas où sont ses coéquipiers ni où sont ses adversaires. Bref, plein de facteurs qui font qu'au final, on est loin de ce qu'on retrouve vraiment sur le terrain. Et au final, ce qu'on fait, c'est juste répliquer un truc en 100 fois moins bien. Donc au final, si tu veux frapper mieux dans ton ballon, eh ben, frappe dans ton ballon. En fait, c'est du mimétisme qui n'a aucun sens. Ouais, c'est ça. C'est du mimétisme, mais moins bien. C'est moins bien. C'est moins bien. C'est moins bien, c'est nul. C'est pas ça qui va développer quoi que ce soit. Donc, à mon sens, la préparation physique spécifique, comme on l'a définie aujourd'hui, ça n'existe pas. Pour moi, par définition, la préparation physique, c'est général. Oui. Après, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai dit qu'en gros, il n'y avait pas mieux que le contexte de pratique pour être bon dans son contexte de pratique. Je vais pas non plus, ça ne veut pas non plus dire que la préparation physique, c'est nul, il ne faut pas en faire. Je pense que c'est tout l'inverse. Il faut quand même garder en tête que, en gros, 80% de tes gains, de ta performance, de ta progression sur ta performance, c'est ce que tu vas faire dans le contexte de pratique. Okay? Oui. Si tu veux être bon en trail, il faut faire du trail. Si tu veux être bon en sprint, il faut faire du sprint. Si tu veux être bon en judo, il faut faire du judo. Okay? 80%, c'est ça. Et les 20% restants, on va dire, sur ta performance, c'est ce qu'on fait dans la salle de préparation physique. En fait, c'est un outil. La préparation physique, c'est un outil. Ouais, moi, j'aime bien comparer à un métier artisanal. Un sculpteur, il a différents outils pour arriver à un seul et même but de faire sa figure, faire la sculpture qu'il voulait créer au départ. Il a différents outils qu'il utilise pour atteindre son objectif. Et donc, si ton objectif, c'est de courir plus vite, oui, il faut courir. L'outil courir est un bon outil, mais peut-être que l'outil préparation physique, développement des qualités physiques, développement articulaire, est un outil intéressant. Donc, il ne faut vraiment pas se dire « je vais faire de la préparation physique pour être exactement pareil que dans mon sport ». Non, il faut te dire que tu t'en sers pour être meilleur dans ton sport. Et du coup, moi, j'aime bien me dire que quand la personne vient faire de la préparation physique en salle, que ce soit en coaching ou en autonomie, en distanciel, qu'en fait, elle vide son cerveau, qu'elle se dise non, je ne suis pas là pour être meilleur en trail, je suis là pour améliorer mon développement athlétique. Je suis là pour être meilleur moi. Voilà, exactement. Moi en tant qu'humain. Et après, pourquoi pas essayer de se recentrer sur soi-même et se dire « Ah bon, j'ai amélioré ma puissance, maintenant je vais voir qu'est-ce que ça peut m'apporter dans mon activité physique, enfin dans mon sport spécifique plutôt. » Ouais, c'est ça. L'idée, c'est en préparation physique, on va chercher, au-delà de rendre l'athlète, donc l'athlète, j'entends bien la personne dans son contexte sportif, on ne veut pas juste rendre l'athlète plus performant, on veut aussi rendre l'humain qui a derrière l'athlète plus, je ne sais pas comment dire, mais en gros, le pilier de la performance, c'est la santé. Donc, si tu améliores un peu cette santé et puis toutes ces composantes, tout ce qu'il y a autour, tu vas après derrière améliorer les performances. En fait, c'est ça. Si on reprend l'exemple du sculpteur, si tu manies mieux un outil, tu vas améliorer ta sculpture à la fin. Parce que tu as plus d'expérience sur un outil. Mais si tu ne connais pas cet outil, tu peux très bien avoir de bons résultats sur ta sculpture quand même. Ouais. Parce que tout simplement, tu as d'autres outils que tu peux te servir, mais peut-être que si tu arrives à manier cet outil correctement, ça va te permettre d'être plus performant sur ton métier qui est sculpteur. Et donc nous, c'est un développement de qualité physique va te permettre d'être plus performant
dans ton sport que tu pratiques, dans ton objectif que tu veux réussir. Mais on pourrait très bien se dire, on prend l'exemple de quelqu'un qui ne fait pas du tout de préparation physique, il peut très bien être très performant en faisant que son activité. Ouais, c'est ça. Mais C'est un outil, mais à un moment, ça va faire la différence. Oui, et pour quand tu as un bon niveau, avoir les derniers gains marginaux, ça peut être très intéressant de faire de la préparation physique. Voilà. Si tu sens que tu stagnes dans ton sport et que tu as toujours fait seulement ça, va développer ta force, va développer ta puissance, va développer ton explosivité, travaille ton articulaire. Ouais. Tout ça sont des outils au service de la performance, que ce soit d'un point de vue, encore une fois, santé ou d'un point de vue compétition. Et c'est important ce que tu viens de dire. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut attendre d'être dans le haut du panier pour faire de la préparation physique. De fou. Parce que, pas du tout même. Parce qu'il y a un gros travail aussi de prehab, de prévention, on va dire, qu'on fait aussi. Et souvent, on en a déjà un peu parlé, mais par exemple, les blessures d'usure en course à pied, tout ça, c'est des choses qui peuvent être un peu prévenues une fois qu'on a fait un bilan articulaire et puis qu'on a travaillé en salle. Ouais, de fou. J'ai un truc en tête qui vient de me partir. Au-delà de ça, au-delà du travail de prehab, avec ton accent anglais, mais plus tu commences tôt la préparation physique, il y a aussi un travail d'apprentissage. Il ne faut pas se leurrer que les premières semaines, les premiers mois, les premiers cycles de travail en préparation physique, tu vas quasiment rien développer, tu vas juste apprendre quelque chose. Tu ne vas pas travailler ta force maximale en back squat, en deadlift ou sur un mouvement quelconque au départ de ta préparation physique si tu n'as même pas les prérequis pour réaliser ce mouvement. Alors ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui on a quand même des outils qui nous permettent de faciliter ça. Oui. Tu vois, avec tout ce qui est isométrie, overcoming. Si jamais l'isométrie overcoming, le principe c'est je vais forcer au maximum contre une résistance. Et à ça, je peux adapter n'importe quel pattern de mouvement. Par exemple, sur du squat, je viens mettre des cales contre lesquels je vais forcer en squat. Je pourrais faire la même chose en développé couché. Je pourrais faire la même chose en soulevé de terre, etc. etc. C'est juste pour ceux qui ne parlent pas forcément anglais, de l'isométrie surmontoire, si ça peut peut-être plus vous parler, même si j'aime pas ce terme non plus. Le terme, il est dégueulasse. Ouais, mais si ça peut aider certaines personnes. Overcoming, ça veut dire surmonter, exactement. Ça veut dire pousser fort contre quelque chose que tu ne peux pas bouger. Ouais. Donc, moi, j'aime beaucoup cette idée de dire que le coach, le préparateur physique ou le kiné, parce qu'il y a des kinés qui sont préparateurs physiques, en fait, c'est un artisan. Bah ouais. Moi, j'aime bien dire ça. Quelque part, c'est un peu de l'artisanat. En tout cas, ce qu'on veut dire par cette notion de préparation physique spécifique, préparation physique générale, c'est ça, c'est que par définition, c'est général, mais il y a quand même une notion de spécificité dont on peut se rapprocher. Et puis, du coup, on va expliciter un peu ça. L'idée, c'est que de toute façon, ce qu'on cherche à faire en prépa physique est un transfert sur le contexte pour lequel on se prépare. Et là, du coup, ce n'est pas simplement pour du sport, mais ça peut être aussi dans la vie de tous les jours. Okay, on le dit à chaque fois, mais nous, ce qu'on cherche à faire, c'est rendre les gens performants, soit dans le sport et pour leurs échéances sportives, soit dans leur quotidien. Et c'est là où nous, on intervient aussi sur l'humain et pas uniquement l'athlète. Et puis, faut pas se mentir non plus, c'est quand même que dans notre métier et dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup plus de personnes qui veulent être performantes dans leur quotidien, que ce soit personnellement ou même d'un point de vue avoir des objectifs personnels en sport, plutôt que des personnes qui veulent être sportives de haut niveau. Donc la grande majorité déjà des auditeurs et la grande majorité des personnes qu'on coach, c'est des personnes vraiment lambda, c'est toi et moi, quoi. On ne veut pas être dans le haut du panier, oui, on veut être performant à notre niveau. Exactement. Est-ce que tu peux me parler du coup, vu qu'on a parlé un peu de cette spécificité dans la préparation physique générale, est-ce que tu peux me parler des différents systèmes où on peut être spécifique, des différentes parties où on peut être spécifique? Alors, on a ciblé, on va dire, trois systèmes principaux. Je vais pouvoir être spécifique sur mes tissus. Donc, par tissu, on entend tout ce qui va être tout ce qu'on appelle les tissus fibreux, les tissus conjonctifs. Donc ça va être le muscle, mais ça va aussi être les os, les ligaments, les tendons, la capsule articulaire.
On pourrait même aller plus loin et parler des fascias, tout ce qui va être les enveloppes musculaires aussi, épimysium, périmysium, endomysium, bref. En gros, tous les tissus du corps humain. Le deuxième point, ça va être ce qui va être en fait, préparation spécifique de l'organisme. Donc par organisme, ce qu'on entend par là, c'est tout ce qui va être système cardiovasculaire. Donc ça va plutôt être toi qui vas en parler, parce que c'est ta partie, c'est ce qu'on traite vraiment dans le côté sport d'endurance. Sport d'endurance, oui. Ou même sur de la force, il y a quand même un petit aspect, bien sûr. Un petit aspect au niveau voilà, de l'organisme. On va expliciter ça. Et puis après, ce qui va être préparation spécifique du système nerveux et puis même du pattern de mouvement, de la coordination. Donc on va essayer de rentrer un peu dans tous ces détails-là. Tout en pensant à une seule chose, c'est que là, on a exprimé les tissus, l'organisme et le système nerveux, mais qu'il y a un point central que nos cellules comprennent, c'est la force quand même. En fait, tout est lié à la force. Ouais, c'est la force est le langage de nos cellules. Donc c'est important de se dire que ce soit sur les tissus, que ce soit d'un point de vue nerveux ou que ce soit d'un point de vue de l'organisme, il va falloir contraindre par la force, par un temps sous tension plus ou moins élevé, une intensité plus ou moins élevée, les différents organismes pour créer les adaptations qu'on veut créer. Ouais, c'est ça, exactement. Donc allons-y, hein, sur la partie, sur la partie préparation physique spécifique, ok, parce que simplement pour le rappeler, en gros la préparation physique elle est générale par définition, mais là où on va être spécifique, c'est dans les contraintes qu'on va placer sur ces 3 dimensions qu'on vient de décrire. Donc par rapport au tissu, on va pouvoir placer des contraintes spécifiques au niveau de la force, on va dire, de la vitesse et puis de l'amplitude à laquelle j'expose mes tissus. Ok, l'exemple que j'ai, c'est les pitchers, les lanceurs au baseball. Ouais, voilà. Donc eux, c'est des personnes qui vont lancer la balle très fort, très vite, avec des amplitudes de rotation au niveau de l'épaule. Pas que, mais c'est un truc de malade, vraiment. Énorme, quand tu regardes ça au ralenti ou en image par image, mais tu te dis, mais c'est inhumain. Vraiment. Donc, on voit que chez ces personnes-là, il y a une énorme torsion qui se crée au niveau de l'os, au niveau de la capsule, etc. Et si l'athlète en question, il n'est pas capable, ses tissus ne sont pas capables d'encaisser la force et la vitesse à ces amplitudes, et ben en fait, tu peux être sûr que le sportif en question va se blesser. Si on prend par exemple le trail, comme ça on est un peu dans ton domaine, le trail, tu prends par exemple la course en descente, c'est quoi un peu les contraintes que tu vas mettre sur tes tissus? Les contraintes au niveau de tes tissus, c'est simple. Déjà, il y a une grosse composante excentrique. Ouais, c'est ça. Après, il y a quand même un gros stress mécanique au niveau des chocs. Ouais. Pareil, tu as une surface qui est stable. La surface en trail, elle n'est non pas instable, elle est bien stable, elle est juste incertaine. C'est-à-dire que tu vas avoir une variabilité du terrain qui est constante. Tu ne sais jamais, sauf si tu analyses le terrain à l'avance, mais tu ne sais jamais à quel moment, à quel endroit, sur quelle surface, dans quelle inclinaison et où tu vas poser ton pied en fait. Donc tu as une surface stable mais incertaine, ce qui fait que tes tissus, il faut qu'ils soient préparés à, on va dire, un maximum de contraintes, parce que comme le pitcher au baseball, en fait, c'est possible que tu sois amené à travailler ou à forcer en excentrique sur ta fin d'amplitude. Par exemple en inversion de cheville. Oui, en inversion de cheville. Tu poses ton pied, tu as un caillou qui se met à l'extérieur de ton pied, tu te retrouves en inversion de cheville, tu n'es pas préparé à ça en torse. Ouais, c'est ça. Au-delà de ça, sur la course excentrique, toutes les contraintes tendineuses que tu peux avoir. Au niveau du tendon d'Achille, au niveau du genou, parce que c'est de l'excentrique rapide. Très rapide. Rapide, répété, avec de la force. Et donc, si derrière, tu as des tendons qui sont pas préparés à ça, tu peux être sûr que tu cours à la blessure traumatique ou blessure d'usure. Oui, et puis là, on va en revenir aussi sur toi, sur ce que tu as dit sur le pitcher. Je crois que j'éternue. Vas-y. Ah non, je pas réussi, ça m'a coupé. Mais si on vient à comment mettre les contraintes spécifiques, c'est que oui, on a de l'excentrique rapide,
mais imaginons tu te mets sur une pente pas très raide et tu fais vraiment de la vitesse, on va appeler ça supra-maximale, tu déroules grâce à la pente, tu mets de la vitesse, bah là ça va être très rapide. Mais si on te met dans une vitesse, dans une pente pardon, très très raide, où on est beaucoup moins économe et qu'on est beaucoup moins rapide, bah au final tu vas avoir une force où tu vas devoir freiner qui est plus importante, donc l'excentrique il va être un petit peu plus lent et la production de force un peu plus élevée. En fait, il faut réussir à se dire, bon bah, dans ma course, sur mon échéance, l'objectif que je prépare en trail, je sais que je vais être confronté à beaucoup de cailloux. Ok, bah, je vais essayer de m'entraîner un peu plus dans les cailloux. Je vais automatiquement créer des contraintes qui sont un peu plus spécifiques. Mais du coup, en préparation physique, ça se traduit par essayer de varier les angles au niveau du pied, varier les angles au niveau du torque, au niveau du genou, varier les rotations tibiales, varier les flexions de hanche, abduction, adduction. C'est essayer de travailler sur tous les spectres que tu vas retrouver. Là, tu as donné des exemples plutôt pour ce qui est amplitude des tissus. Oui, amplitude des tissus. Mais après, tu vas pouvoir jouer sur la vitesse. Que tu places sur les tissus. Oui. Et puis la force, donc j'entends la charge que tu places sur les tissus. Et après, on pourrait appeler ça l'intensité un peu. Et après, ça pourrait même être la charge à une certaine vitesse sur les tissus. Donc, de fou. Donc, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on met en avant là, c'est que tes tissus ils s'adaptent et pas juste les muscles. Parce que souvent on a tendance à penser qu'il n'y a que les muscles qui s'adaptent. Maintenant peut-être un peu plus les os et les tendons, mais pas que. Il y a aussi tout ce qui va être capsule articulaire et les ligaments. Et les ligaments. Et ça met en lumière la loi de Davis. En gros, c'est une loi qui dit que les tissus ils peuvent se remodeler, se modifier leur structure et que les cellules et les fibres donc de ces tissus fibreux, ces tissus mous qu'on a décrits jusqu'à maintenant, vont s'orienter dans le sens où je vais placer mes contraintes. Donc, si je reprends l'exemple de mon pitchers qui va faire des lancers, où il va y avoir une grosse rotation autour de l'épaule, on va voir ces fibres au niveau de sa capsule articulaire qui vont s'orienter dans le sens où il fait sa rotation, là où il y a vraiment des contraintes. Donc, on dit ça parce que c'est vraiment important de comprendre qu'il n'y a pas que le muscle qui s'adapte. Ouais. Et souvent, c'est ce qu'on pense. On pense qu'il n'y a que le muscle qui peut se développer. Parce que c'est ce qu'on voit en fait. Parce que c'est le plus visible et parce que déjà, c'est le tissu le plus superficiel. Mais aussi parce que c'est celui qui s'adapte le plus rapidement en fait. Ouais. Parce que tous les autres tissus vont aussi s'adapter, mais ça prend plus de temps. Moi, je pense qu'un bon exemple que tout le monde a sûrement pu connaître, pas forcément sur soi-même, mais qui connaît quelqu'un, c'est les opérations. Quand tu te fais, on peut prendre par exemple les ligaments croisés ou autre chose. Allez, on en parle à chaque fois. Ouais, mais il y a sur toutes les blessures en fait où tu as une rupture ligamentaire, ils vont pas forcément prendre un ligament et le remettre à la place. Ils peuvent te prendre un bout de tendon, te le remettre à l'attache du ligament et à l'autre attache du ligament. Et au fur et à mesure, vu que ce bout de tendon est exposé à des contraintes spécifiques d'un ligament, alors il deviendra ligament. Ouais, il devient un ligament. Ouais, ça, c'est incroyable. Donc c'est vraiment pour se dire que tous les tissus, si c'est un ligament, si c'est une capsule, si c'est un muscle, si c'est un tendon, c'est dû aux contraintes qu'on lui met dessus. Si on veut aller à l'extrême et que tous nos tissus prendraient les mêmes contraintes, alors on serait que de muscles ou que de ligaments ou que de tendons. Ouais, c'est ça. Tout simplement. En fait, les cellules à la base, c'est un peu toutes les mêmes et c'est en fonction des contraintes qu'elles prennent, qu'elles s'adaptent et qu'elles se différencient en un tissu spécifique. Oui. C'est parce qu'elle prend telle contrainte que ça devient une cellule d'un os, c'est parce qu'elle prend telle contrainte qu'elle devient une cellule d'un ligament, oui. Idem pour le muscle, etc. etc. Voilà, et ça me fait penser d'ailleurs à une publication que je suis en train de préparer là, sur les mécanorécepteurs. Les mécanorécepteurs, c'est des petits récepteurs qui envoient de l'information au cerveau, au système nerveux, pour dire où se trouve notre articulation, comment elle bouge, quelles contraintes sont placées. Et justement, au niveau du ligament croisé antérieur, sur une population, ils ont étudié en gros la quantité de mécanorécepteurs dans le ligament chez des personnes qui avaient une rupture du ligament. Et en fait, il y a des
il y a plusieurs groupes. Un groupe où le ligament il s'est cicatrisé, il s'est recicatrisé là où il était accroché initialement, donc sur le fémur. Un autre groupe où le ligament il s'est cicatrisé sur le croisé postérieur. Et un autre groupe où le ligament il s'est cicatrisé nulle part en fait. Ouais. Il se balade dans le genou. Et c'est une spaghetti. Et en fait, ils se sont rendus compte que celui qui était accroché nulle part, il n'y avait quasiment pas de mécanorécepteurs. Et ceux qui étaient accrochés, ils avaient plus de mécanorécepteurs. Et ça met en lumière que même sur la partie, on va dire un peu système nerveux, mécanorécepteurs, il faut qu'il y ait des contraintes pour que la quantité de récepteurs soit toujours présente et qu'on continue d'envoyer de l'information à notre système nerveux. Donc, ça rejoint ce que Jenny a dit tout à l'heure. Nos cellules, elles comprennent que la force, elles s'adaptent en fonction de la force qu'on place dessus. Ouais. Et en fait, tout ce qu'on vient d'expliquer là, c'est simple. Il faut se dire que quand on parle de tissu mou, on cite tous les tissus du corps humain. Parce qu'en fait, si on met des catégories, c'est juste parce qu'ils s'adaptent en fonction des contraintes qu'on place. C'est tout. Mais tout est du tissu mou, tout est du tissu conjonctif. Donc si après on dit capsule, ligament, tendon, muscle, c'est juste pour les différencier. Ouais, mais c'est du tissu conjonctif. C'est un seul et même groupe qui est à différentes parties du continuum, plutôt viscoélastique ou plutôt raide. Putain, encore un hélico. Non, après l'hélico, c'est un avion. Putain, mais c'est chiant. Bon, désolé, hein, c'est les aléas du direct. En tout cas, je pense qu'on a bien parlé du côté préparation physique spécifique sur les tissus. Oui, okay. et juste comment on peut le mettre en place très brièvement en préparation physique en salle. Parce que imaginons un mec, justement, on va dire un pitcher. Là, on pourrait se dire, ouais, mais moi, j'ai jamais fait de préparation physique, je suis pitcher au baseball et j'ai jamais eu mal à l'épaule. Pourquoi vous me dites qu'il faudrait que je fasse de la préparation physique? Comment le travailler en salle? Parce que tout de suite, on pourrait se dire, c'est faire du bench, faire des tractions. Non, pas forcément. Il y a plein d'autres travails, surtout que là, on a quelqu'un qui a d'énormes rotations. Comment on peut renforcer ça? Brièvement, on prend l'exemple du pitcher. Alors moi j'aime bien tout placer sur un spectre de force-vitesse. Ça veut dire que tout à gauche j'ai ma vitesse, non je la refais, tout à gauche j'ai ma force, pas ma vitesse, j'ai ma force et puis j'ai plusieurs forces différentes on va dire. Le premier ça va être de la force maximale isométrique où il n'y a pas de mouvement et puis progressivement je vais rajouter de la vitesse jusqu'à être à l'opposé de mon spectre où je vais être sur en fait ma vitesse max. Quelque part, c'est ce qu'il va rencontrer dans son sport. Ouais. Donc, ce qu'on aime bien... Ou voire même à l'opposé de ton spectre, tu peux être sur de la vitesse supramax, de LED. Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux... Donc, ouais, exactement. Ça fait ultra sens. Ça fait beaucoup de sens ce que tu viens de dire. Je parle n'importe comment. Non, ça va. Donc, en fait c'est important ce que tu dis. Moi, j'aime bien tout placer sur un spectre de force et de vitesse. Comment après je vais utiliser ce spectre? Je vais d'abord identifier où est-ce qu'il se trouve lui dans son sport. Quand il fait son lancer, où est-ce qu'il est sur ce spectre force-vitesse? Et puis je vais d'abord chercher à travailler sur toutes les dimensions en fait où il n'est pas de ce spectre force-vitesse. Donc là, si on prend l'exemple du pitcher, c'est quelqu'un qui va dans de grandes amplitudes. Est-ce que ce serait intéressant d'augmenter son amplitude ou non? Est-ce qu'il faudrait peut-être, il a de la bonne amplitude, mais il ne la contrôle pas trop, donc est-ce qu'il faudrait augmenter son contrôle? Est-ce qu'il la maîtrise avec peu de vitesse ou avec beaucoup de vitesse? Est-ce qu'il produit peu ou beaucoup de force? Donc c'est faire un test et ensuite travailler à l'opposé. Donc dans le pitcher, on ne va pas se mentir, ils ont des énormes amplitudes. Pas forcément à l'opposé, mais partir de l'opposé. Par exemple, ce serait le mettre dans son amplitude max et puis je vais lui demander de faire de l'isométrie. Dans sa position. S'il n'a pas de contrôle en fin d'amplitude. Et donc, je suis à l'opposé de ce que lui rencontre dans son sport parce que isométrie veut dire contraction avec pas de mouvement, donc il n'y a pas de vitesse. Voilà. Et production de force maximale, alors que si tu as une grande vitesse, tu n'as pas forcément une production de force maximale. Ouais, c'est ça. Plus tu vas mettre de la vitesse, moins tu vas forcer en fait, moins va y avoir de force. On fera peut-être un épisode là-dessus d'ailleurs sur la relation force-vitesse. Mais donc, en tout cas, force-vitesse-puissance même. Je te jure. C'est là où Rémi Rivet, il a fait une étude là-dessus. C'est là où on peut un peu parler de préparation physique générale, si on veut. C'est qu'il y a des périodes où on va chercher à être loin de la spécificité, loin des contraintes que l'athlète va rencontrer dans son sport pour se préparer
à la spécificité. Okay, là, je sais que mon pitchers, il rencontre des grosses rotations avec beaucoup de vitesse. Bah, moi, je vais le mettre dans de la force en isométrie. Okay, il n'y a pas de vitesse. Et puis, progressivement, je vais rajouter du mouvement, je vais rajouter de la charge, je vais rajouter de la vitesse pour qu'à un moment, on travaille dans ces contraintes spécifiques qu'il rencontre. Et en fait, le fait de travailler sur tout ce reste du spectre permet de le développer lui en tant qu'humain, mais va aussi servir à monter le niveau de base pour qu'ensuite je puisse faire augmenter mon niveau spécifique. Ça fait sens ce que je dis. Ton niveau. Et d'ailleurs, je viens de penser que tu vas pouvoir en parler sur tout ce qui est zone 2, sur le deuxième point qu'on va aborder. Mais voilà en tout cas, cette histoire de placer les choses sur un spectre force-vitesse. Et puis, le fait de travailler sur toutes les autres dimensions où il ne travaille pas, ça permet, je trouve, d'apporter de la variation. Déjà, comme ça, il ne se lasse pas, ok? Parce que si tu fais tout le temps du développé couché, du deadlift et du... Ouais. Bref, si tu fais tout le temps la même chose, bah, à un moment, tu en as un peu marre. Donc, tu peux apporter de la variation d'exercice, mais tu peux aussi amener de la variation de contraintes parce que ton corps, il s'adapte, mais au bout d'un moment, il s'accommode. Si tu fais tout le temps la même chose, il y a un moment où tu arrêtes de progresser, tu rencontres un plateau. Et donc, c'est là où il faut amener de la variation de contraintes pour continuer de s'adapter. Mais pour autant, il faut quand même qu'il y ait, pour qu'il y ait de l'adaptation, il faut qu'il y ait de la répétition. Ouais. Il faut le répéter dans le temps. C'est ça. Mais pas si tu le fais pendant un an, pendant peut-être les 2 premiers mois, tu vas avoir de belles adaptations. Et puis sur les 10 autres mois, les gains ils vont être très faibles. Ouais, alors que si tu aurais varié un tout petit peu le mouvement, rajouter de la vitesse, rajouter de la force, rajouter de l'isométrie, juste varier le mouvement, tu peux t'adapter très longtemps. Ouais, c'est ça. En fait, exactement, c'est ça. Donc il faut amener de la variation dans les contraintes que tu rencontres. Il faut laisser le temps au corps de s'adapter, mais pas non plus lui laisser le temps d'être plus fort que l'adaptation, on va dire. Plus fort que l'adaptation. S'il comprend ce que tu lui... au départ, c'est nouveau, donc il va s'adapter pour lutter à la contrainte nouvelle. Ouais, il comprend tout ce que tu lui fais faire, au bout d'un moment, il n'y a plus d'adaptation, plus de progression et stagnation, etc. etc. Donc, essayer de varier dans le temps les exercices, c'est intéressant pour... et même régression, parce que c'est le principe de surcompensation. C'est qu'à chaque fois, tu vas être un petit niveau au-dessus, mais en fait, progressivement, vu que la dose, le stimulus n'est pas suffisamment important, en fait, il n'y a plus cette surcompensation. Tu es à un plateau. Ce qui fait que tu m'as coupé et je ne sais plus ce que je voulais dire. Je crois que tu voulais passer. Ah ouais, si. Juste ce que je voulais dire, c'était qu'en pratique, comment on fait pour amener de la variation, mais qu'il y ait quand même de la répétition et pas d'accommodation. Moi, ce que j'aime bien faire en prépa physique, c'est faire des cycles d'entraînement de 3 à 4 semaines. Ouais. Pas plus long. Et après, je change. Ça ne veut pas forcément dire que je change l'exercice, mais je vais changer la façon de le faire. Ouais. Voilà, je ne rentrerai pas dans le détail pour pas s'étaler là-dessus. Après, 3-4 semaines, je trouve que c'est peut-être des fois un peu court si tu débutes, mais ça peut aller jusqu'à 8-12 semaines. Mais après, au bout d'un moment, si tu gardes ton cycle pendant 6 mois, ton exercice pendant 6 mois, de la même manière, un 5x5 pendant 6 mois, voilà quoi. Ouais, il y a un moment où tu vas plus progresser. Trop d'adaptation. Donc, on part du coup sur, on a parlé de la préparation spécifique des tissus. Maintenant, on va parler de la préparation spécifique de l'organisme. Et là, je pense que tu vas un peu plus parler que moi, simplement parce que tu es spé dans les sports d'endurance. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans les sports de non-endurance, mais je pense que c'est là où il y a le plus gros taf métabolique et c'est moins mon domaine de compétence. Mais je pense que tu vas pouvoir justement rajouter ton domaine de compétence dans ce travail métabolique lors de la préparation physique en salle, que ce soit d'un point de vue hypertrophie, d'un point de vue force. Tu vois, les relations métaboliques qu'il y a là-dedans. Tu fais un 15 reps, c'est pas pareil qu'un 3 reps, quoi. Bien sûr. Donc voilà. Et après, là, j'ai envie de dire qu'on va directement rentrer dans la préparation spécifique à l'échéance, dans les adaptations de l'organisme. Parce qu'il faut bien comprendre que si tu veux courir un marathon, il faudra que tu sois prêt pour faire face aux contraintes d'un marathon. Et au-delà de ça, on peut aller encore plus loin, il faut que tu sois prêt aux contraintes d'un marathon pour ton niveau. Parce que Eliud Kipchoge qui court le marathon. Il articule un peu. Mais mec. Bon, il fait froid. Hein. Ouais, c'est pour ça en vrai.
Non mais Eliud Kipchoge qui court le marathon en 2 heures ou toi qui le cours en 4 heures, bah c'est pas le même stress sur l'organisme. Donc être prêt spécifiquement à tes capacités et à ton échéance, ton objectif. Donc pour ça, je pense qu'il faut déjà essayer de comprendre les domaines et les zones d'intensité pour savoir où est-ce que tu te trouves sur ton spectre. Nathan tout à l'heure il parlait du spectre de la force jusqu'à la vitesse maximale voire supramaximale. Bah là on va parler plutôt d'un spectre endurance jusqu'à des vitesses limites qu'on peut tenir sur une distance. Ouais, donc d'un côté tu as l'endurance, la longue durée basse intensité, et de l'autre côté, tu as la courte durée très haute intensité. Très haute intensité. Donc, est-ce qu'on peut dire que d'un côté, tu as un marathon et de l'autre, tu as un sprint en fait? En gros, c'est un peu ça. On va même dire d'un côté, tu as l'Ultra Trail ou le Tour de France en vélo, et de l'autre côté, tu as Usain Bolt sur 100 mètres. Quoi. Ouais, c'est ça. Et au milieu, tu as toute une gamme le 100 bornes, le marathon, le 10 bornes, le 5 bornes, le 3 minutes à bloc, la VMA, bref, tu as un spectre qui est très large. Donc les adaptations, il faut bien se dire qu'elles sont spécifiques parce que les adaptations que tu crées lors d'une séance en endurance fondamentale ou d'une séance AVMA ou à vitesse critique, c'est pas malheureusement les mêmes adaptations. Même si, encore une fois, chaque adaptation que tu crées peuvent te servir pour l'opposé. C'est pas parce que tu crées des adaptations au niveau vitesse critique qu'elles ne vont pas te servir en endurance fondamentale et inversement, les adaptations en endurance fondamentale peuvent te servir lors de ta vitesse critique. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça te parle déjà ça? Ouais, ça va. Donc les adaptations, vas-y. Moi j'allais te poser une question, c'est ce serait quoi du coup ce qu'on pourrait appeler la préparation physique générale avant d'aller tout de suite dans le spécifique à l'organisme? Parce que il me semble que l'idée que j'ai en tête, c'est tout le travail de zone 2 par exemple que tu peux faire sur un erg pour quelqu'un qui va sur un erg, on va dire un vélo pour que ce soit plus clair, sur un vélo pour quelqu'un par exemple qui se prépare à un marathon. Bah en fait justement, c'est là où il va falloir essayer de savoir ce qui est spécifique ou non, parce que là tu as pris l'exemple du marathon, donc c'est bien parce qu'on pourrait appeler ça quand même de la prépa générale, parce que tu augmentes ton endurance, tu augmentes ton volume, donc tu crées des adaptations au niveau mitochondrial, au niveau lactatémie, au niveau ventilation, au niveau musculaire, enfin il y a plein d'adaptations qui se créent, volume des échelons systoliques, enfin il y en a plein qui se créent. Et du coup, vu que tu n'es pas totalement dans l'intensité que tu vas mettre dans ton marathon, on va dire que c'est général. Mais cette endurance fondamentale que tu parles, zone 2, si on prend un ultra trailer, bah au final, c'est plus du tout du général. Parce qu'on est en plein dedans ce qui va travailler lors de son échéance. Ouais, tu es en train de dire qu'un ultra trail, en fait, c'est de l'endurance fondamentale. C'est de l'endurance fondamentale. Bah essaye de tenir... La zone 2, c'est ça. Hein, oui. C'est vrai que peut-être tu aurais pu dire un peu les différentes zones. Ouais, les zones. Si on veut le faire très brièvement, on a un premier domaine qui est sous le premier seuil et qui contient deux zones, la zone 1 et la zone 2. Ouais, tu parles de seuil, c'est déjà... Ouais, ça va juste les seuils. Il faut imaginer des frontières. Tu passes la frontière et il se passe quelque chose d'autre dans ton corps. Tu crées de nouvelles adaptations physiologiques. Donc tu passes la première frontière, tu es en zone 3 et en début de zone 4. Tu as à ce moment-là la deuxième frontière. Et tu as encore de nouvelles adaptations qui se créent au-delà de cette deuxième frontière, où là tu es en zone 5 et si on va aller plus loin, en zone 6, voire zone 7. Donc tu as dit que tu as 3 domaines. 3 domaines. En gros, tu as un domaine intensité faible, un domaine intensité moyenne, un domaine élevé. Intensité élevée. Voilà, ça s'appelle domaine modéré, élevé et sévère. Ok. Donc voilà. Et les adaptations ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que tout en bas, en dessous du premier seuil, tu vas plutôt créer des adaptations qui seront d'un point de vue volume. Ok, tu vas avoir plus de volume pour recycler le lactate, donc tu vas créer plus de volume mitochondrial. Passer le premier seuil et au-dessus du deuxième seuil, pareil, tu vas créer plutôt des adaptations fonctionnelles, la fonction de tes mitochondries. Et donc les deux se complètent parce que si tu as plus de volume mais que tu n'as pas une bonne fonction, à très haute intensité, tu ne vas pas très bien te débrouiller. Et inversement, si tu as une très très grosse fonction mais tu n'as pas de volume, alors si tu développes ton volume, tu vas avoir plus de capacité aussi. Ok, là c'est quand même
C'est un peu spécifique. C'est hyper technique ce que tu es en train de dire. Ouais, effectivement. Mais je pense que, pour donner un exemple, c'est que à un moment, si tout ce que tu fais pour te préparer à ton marathon, c'est du sprint, ou de l'endurance fondamentale, à l'opposé. Ça va pas être suffisant. Ouais, ça va pas être suffisant. Parce que le sprint, c'est un effort court, très intense. Donc, on est dans le domaine, comment tu appelles ça? Sévère, c'est ça? Le sprint, ouais. C'est même extrême. C'est le okay, 4e domaine. Mais... Donc, le sprint, tu vas être dans le domaine extrême. Pour courir ton marathon, tu es dans quel domaine? Tu es dans le domaine... modéré? Ouais, non, élevé. Domaine élevé. Ouais, mais ça dépend de ton niveau. Non, tu es dans le domaine élevé, n'importe quel niveau. Ok. Mais tu peux être plus ou moins proche du 2e seuil. Tu peux être plus ou moins haut dans ce domaine modéré. Ok. Donc voilà, ce que ça veut dire, c'est ça. C'est que si tu fais que du sprint pour te préparer à un marathon, ça va pas être suffisant. Il y a un moment où il va falloir aller faire du spécifique. Aller faire du spécifique. Ça travailler veut dire les vitesses à marathon. Les intensités à allure du marathon. Ouais, exactement. Marathon, et pour autant, ça ne veut pas forcément dire que faire du sprint, ça va être inintéressant. Et pareil que l'endurance fondamentale, ça va pas être intéressant. En fait, là, on a pris le marathon, ça tombe bien parce qu'il est en plein milieu. Mais si tu travailles à l'opposé des deux spectres et spécifiquement pour le marathon, bah, ça te permet de travailler. C'est marrant, tu mets le marathon au milieu. Pour moi, il est vraiment... Parce qu'après, je sais qu'il y a encore l'ultra trail, tout ça. Pour toi, c'est ultra long. Mais je pense que pour le commun des mortels, le marathon, c'est déjà à l'opposé du spectre. Ouais, c'est vraiment au milieu, quoi. Enfin, ouais, moi, c'est même très très haut, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. C'est genre, pour donner un exemple, bon, Eliud Kipchoge sur 2 heures, il tient 96% de sa vitesse critique. La vitesse critique, c'est ton 2e seuil. Toi et moi, on va tenir entre 80 et 85%. Je pense que les gens ne comprennent pas bien ce que c'est les seuils. Donc, si les seuils, c'est juste, faut se dire... Ouais, mais parle plus des domaines sévères, extrêmes, tout ça. Donc la limite entre ces domaines-là, plus que des seuils. En gros, c'est ça le seuil. C'est juste une frontière. Tu as le domaine modéré, tu as le premier seuil, c'est la première frontière. Ensuite, tu as le domaine élevé, tu as la 2e frontière. Et ensuite, tu as le domaine sévère. C'est tout, enfin, c'est pas compliqué à comprendre, c'est juste ce qui délimite les seuils. Donc il est à la limite entre quel seuil et quel seuil Eliud Kipchoge, il est quasiment à la limite entre le 2e domaine élevé et le 3e domaine sévère. Okay. Il est quasiment à la limite, alors que quelqu'un de lambda comme toi et moi, on va être à 80%, alors que lui, il est à 95% du 2e domaine. Tu vois ? C'est énorme, quoi. Donc c'est une machine. C'est une machine. Et bah là, du coup, on pourrait rentrer dans la durabilité, mais bref, ça là, on va s'écarter. En gros, c'est juste dire qu'il est très, très, très durable. Bref, passons après les adaptations au niveau de l'organisme. Si toi, tu en as en préparation physique, si tu as des trucs à dire là-dessus. Sur l'organisme ? Ouais, au niveau métabolique. Au niveau métabolique ? Où est-ce que tu veux m'amener, Jenny ? Je sais pas, sur du 15 reps, au final, tu as quand même un travail au niveau métabolique, respiratoire, qui va être différent d'un 2 RM. Qui va être assez périphérique au final, voilà. Qui va pas être aussi central que ce que tu vas faire, par exemple, sur de l'endurance fondamentale. Ouais, exactement. Mais ouais, il y a aussi des adaptations qui se font avec, j'ai oublié le terme technique, mais simplement par exemple ton système de vaisseau sanguin qui va s'agrandir, au fur et à mesure que tu vas mettre des contraintes. C'est d'ailleurs pour ça, par exemple, que les crossfitters sont très très veineux. Non, mais il y a ça, et puis il y a aussi tous les mécanismes... La capillarisation. Merci. C'était même pas ça le terme, mais... Ça marche, exactement. Je vais développer mon réseau de capillaires, donc de vaisseaux sanguins. Et puis tu vas aussi avoir un développement de tous les mécanismes vraiment au niveau microscopique dans la cellule musculaire. On ne va pas rentrer dans le détail, sinon ça va durer 6 heures ce podcast. Moi je pense qu'on peut partir sur le nerveux. Sur notre 3e point, donc c'est la partie préparation spécifique d'un point de vue... système nerveux, et on pourrait même dire coordination et pattern de mouvement. C'est bien parce qu'après l'hélico, l'avion, on a maintenant les oiseaux. J'avais même pas fait gaffe. Les oiseaux qui crient derrière. Bon voilà. Hein. Alors. C'est tellement drôle. En tout cas, dans ce point, où est-ce qu'on va en venir ? Souvent, on voit des athlètes qui commencent à faire de la préparation physique, qui vont en salle. Et en fait, ce qu'ils font en salle, c'est de la musculation.
et ils s'entraînent comme des bodybuilders. Donc ça veut dire qu'ils s'entraînent avec des charges lourdes, ils s'entraînent avec des contractions qui sont relativement lentes, avec un volume d'intensité énorme. Ça veut dire que presque ils vont s'emmener à l'échec sur toute leur série. Ouais. Et le problème, c'est que en t'entraînant comme un bodybuilder, tu deviens bodybuilder. Tu deviens bodybuilder. Alors, c'est pas aussi rapide que ça, mais parce qu'après, il faut prendre des petites seringues et des. Enfin, bon, bref. Non, mais c'est surtout qu'après, on va te dire non. Mais ça veut dire qu'à force de t'entraîner lentement, tu vas devenir lent. Est-ce que ça peut paraître contradictoire avec ce qu'on a dit avant, dans le sens où nous, en préparation physique, on aime aller à l'opposé du spectre, donc par exemple de la vitesse que je vais rencontrer dans mon contexte de pratique. Ça peut paraître contradictoire. Et moi, je pense que s'entraîner comme un bodybuilder, ce ne serait pas forcément faux si après tu continues de faire ton sport. Okay, si par exemple tu es judoka, où là au judo, tu as beaucoup de vitesse, beaucoup d'efforts de puissance, j'ai envie de dire, et tout le travail lent que tu as fait en salle, il va quand même se transférer sur le tatami, quoi, sur le terrain. Mais je pense que faire que ça, c'est faux. Déjà parce qu'en plus, il y a les questions de catégorie de poids en plus. Ouais, de fou. Donc là, j'ai parlé de ça. Typiquement, c'est le bon exemple. C'est que si tu fais que du bodybuilding, il y a un moment où tu vas prendre de la masse et tu vas changer de catégorie de poids. Or, généralement, les judokas essayent de rester dans leur catégorie. C'est un bon exemple que j'ai pris un sport de combat. Mais ça veut dire qu'il y a un moment, on a parlé de force et de vitesse dans les tissus, mais ça va aussi marcher dans les patterns de mouvement. Et il y a un moment, il va quand même falloir s'entraîner avec des efforts, avec des intentions qui sont similaires à ce que je vais retrouver dans mon sport. Ça fait sens ce que je dis ou pas? Oui. Est-ce que tu as un exemple juste pour expliciter ça un peu? Un exemple, là j'en ai pas qui me vient en tête, mais c'est juste, si tu t'entraînes comme un bodybuilder, tu l'as dit, tu vas devenir lent, et j'ai envie de te dire, entraîne-toi comme un athlète. Donc si tu es un sprinter, bon allez, on va prendre l'exemple du sprint, c'est simple, tu es un sprinter, tu veux contracter tes ischios, faire une extension de hanche pendant ton sprint, mais celle-ci, elle se crée rapidement. Donc si tu fais seulement de l'hypertrophie au niveau de tes ischio-jambiers ou de tes fessiers, au final, tu vas juste créer de la masse musculaire et ton système nerveux, il va pas forcément s'adapter à la contrainte qui est de produire un maximum de force le plus rapidement possible. Ouais, c'est un bon exemple. Si tu viens juste créer du muscle, donc faire du bodybuilding, tu vas créer, entre guillemets, plus de fibres. Oui. Mais si derrière, tu fais pas le travail de force, tu vas pas créer les connexions avec ces fibres. Ouais, le système nerveux ne va pas être connecté à tes fibres. Donc tu vas gagner un peu en force uniquement par le côté structure, parce que tu as une fondation structurelle qui est plus importante, mais tu n'as pas le câblage qui pourrait te permettre d'exploiter encore plus cette production de force. Donc il y a un moment où il faut jouer sur ces différents paramètres et en effet, comme tu l'as dit, s'entraîner comme un athlète et pas comme un bodybuilder. Et ça, pour moi, c'est vrai même pour quelqu'un qui ne se prépare pas à une compétition. Encore une fois, d'un point de vue santé, voilà. C'est vrai aussi. Parce que dans la vie de tous les jours, tu vas rencontrer différentes contraintes. Le jour où tu vas te baisser avec le dos rond pour ramasser ton stylo, tu ne vas pas te faire mal, il n'y aura pas beaucoup de vitesse. Ok, mais le jour où tu as ton enfant qui court vite vers toi dans tes bras, il a de la vitesse, donc il arrive avec une certaine force. Toi, tu te penches pour le réceptionner, l'attraper, bam, tu mets force, vitesse, incertitude parce que ça vient d'une personne externe et là tu te fais mal au dos. Donc ça veut dire que y a un moment, peut-être que pour les gens qui ne sont pas athlètes, et peut-être que faire du développement athlétique c'est ultra intéressant. Et je dis pas, en fait, je sais pas peut-être, j'en suis persuadé. Non mais c'est un super bon exemple que tu as donné. Et voilà, donc s'entraîner comme un athlète, même si on n'est pas un athlète, ça marche. Ça fait sens. Et si tu fais ça même pour te plaire plus physiquement, en t'entraînant comme un athlète, le physique va suivre aussi. Et même au-delà de ça, on peut prendre un deuxième exemple sur ceux qui font de la muscu. Ouais. Et des fois, y a leurs potes qui disent viens on va faire un foot, et ils se blessent. Ouais. Oui, parce qu'en fait, juste ils sont entraînés au niveau tissulaire, mais ils ne sont pas adaptés au niveau nerveux, ils n'ont pas l'habitude qu'il y ait comment dire,
Ouais. Pas de l'instabilité, mais L'incertitude. voilà, de l'incertitude, ça m'a sorti de la tête. Ils sont pas habitués qu'il y ait de l'incertitude, ils maîtrisent tout le temps tous les paramètres. Il y a plein d'autres personnes, enfin voilà, et on connaît tous ce gars qui a fait un foot et qui s'est blessé tout simplement parce qu'il n'était pas prêt athlétiquement, mais il était prêt, on va dire un peu physiquement. Ouais, quoi. structurellement. Ouais, Structurellement, si on on peut veut dire dire des mots un peu bizarres, on peut dire structurellement. Ouais. Et c'est bien parce que là, on a des bons exemples d'adaptation spécifique. Le gars ou la fille, c'est pas adapté spécifiquement au football, c'était ça l'exemple. Voilà. On pourrait donner encore un autre exemple. Tu regardes des fois des vidéos de concours de bras de fer? Non. Non? Et bah tu regardes, il y a un mec qui est un peu skinny, il gagne tout le temps, même contre des bodybuilders énormes. Ah ouais, oui. Pourquoi? Bah parce que le mec, il s'entraînait spécifiquement à faire ça, Ouais. qu'il a créé les connexions, donc il est plus fort, et puis il a une meilleure coordination en fait. Il s'est entraîné spécifiquement au pattern de mouvement. Par contre, lui à côté, bah, il fait aussi de la musculation pour prendre du biceps, pour Voilà. entraîner ses avant-bras, En général. sa rotation interne en épaule, parce que ça va être plus global, et le global va servir le spécifique. C'est un outil. Voilà, encore une fois, la préparation physique est un outil. Je pense qu'on a bien... Du coup, c'est juste pour vous dire, en fait, c'est que si tu fais un sport et que tu veux faire de la préparation physique pour ce sport, fais-le pas comme un bodybuilder. À une certaine période de la saison ou de ta carrière, pour construire du muscle, ça peut être intéressant. Mais si tu fais ça tout le temps, de la musculation avec un temps sous tension très long et une proximité de l'échec ou quasiment être tout le temps à l'échec, si c'est pour être fort dans un sport, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire et il y a plein d'autres choses à tester au niveau des adaptations nerveuses, au niveau des adaptations tissulaires et au niveau des adaptations de l'organisme. Ouais, c'est ça. Et puis, pour continuer simplement sur le côté spécifique, moi j'ai fait une petite liste d'exemples un peu pour des adaptations spécifiques. Par exemple, tout ça, c'est des choses qui viennent un peu de la science, mais ils ont comparé, par exemple, l'haltérophilie chez deux groupes de sujets, un groupe qui s'entraîne en haltérophilie, l'autre non. Et puis, ils ont mesuré le saut vertical, le saut en longueur, donc un saut horizontal, et puis le sprint. Et en fait, tu te rends compte que l'haltérophilie va augmenter tes performances en saut vertical, mais pas du tout ou très peu sur le sprint et pas en saut horizontal. Pourquoi ? Parce que quand tu fais de l'haltérophilie, tu travailles uniquement dans un axe vertical. Si tu swings ta barre, à la limite, tu es un peu dans l'horizontale, mais dans ce cas-là, ton mouvement n'est pas très juste. Mais pourquoi ? Parce que ce n'est pas spécifique, parce que tu travailles uniquement dans le côté vertical. Donc ça, c'est un peu un exemple d'adaptation du système nerveux, de coordination. Dans le tissulaire, je pourrais citer plein d'exemples. On a parlé des pitchers de baseball. Eux, tu te rends compte qu'au niveau de l'os, il y a une certaine torsion qui est visible au niveau de l'os parce que l'os, il s'est remodelé pour résister à ces contraintes. Les cellules se sont alignées pour résister aux lignes de contrainte. Si tu regardes la capsule articulaire, pareil, il y a tellement de torsion que ta capsule articulaire, elle se stretch, elle s'étire dans tous les sens. Donc pareil, tu as des régions qui sont hypertrophiées. J'aime bien aussi cet exemple chez les haltérophiles où il y a aussi une étude sur des joueurs de foot, des joueuses de football ou même chez des athlètes qui font du patinage artistique. On se rend compte qu'il y a une hypertrophie du ligament croisé. Donc c'est pas que du vent quand on dit qu'il y a tous les tissus qui s'adaptent, il n'y a pas que les muscles. Okay ? Hypertrophie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le terme d'hypertrophie, c'est juste que le tissu grossit, tu as plus de matière. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est visible parce que si au départ il est gros comme ça, on va prendre un cercle de 2 cm de diamètre et qui se transforme en 3 cm, ça veut dire qu'il a été hypertrophié. Voilà, et il s'hypertrophie pas par la magie oui, du c'est parce Saint-Esprit. que tu mets des contraintes dessus pour l'hypertrophier. Ouais, exactement. Si tu mets des contraintes que nerveuses ou que de l'organisme, tu vas pas hypertrophier, mais si tu mets des contraintes pour hypertrophier, tu vas hypertrophier. Ouais, c'est ça. Et puis même chez dernier exemple, chez des coureuses de cross, ils ont fait une IRM, c'était peut-être pas une IRM, bref, ils ont fait une imagerie au niveau de la tête du fémur. Et puis tu te rends compte qu'il y a certaines régions où l'os est plus dense. Parce que c'est les régions où ça prend le plus de contraintes. En vrai, ça, c'est un peu de la logique, j'ai envie de te dire. Enfin,
Bah, en vrai, oui. Ton corps s'adapte aux contraintes que tu mets. On pourrait prendre des milliers et des milliers d'exemples, mais si tu prends quelqu'un qui court et quelqu'un qui ne court pas, peut-être qu'au niveau des pieds, bah, ils n'ont pas les mêmes adaptations au niveau tissulaire, au niveau nerveuse et au niveau osseuse. C'est toutes les adaptations toutes les contraintes que tu appliques sur ton corps créent des adaptations différentes. C'est ça. J'aime bien dire aux gens que, imagine-toi, on prend Nathan, on prend moi, tous les jours j'appuie 150 fois sur mon biceps avec mon index, bah, il va se créer quelque chose au bout d'1 an, 2 ans que Nathan il n'aura pas créé. C'est quelque chose, c'est abstrait hein, ce que je vous dis, mais c'est juste pour dire encore une fois que une contrainte est spécifique, enfin on crée des adaptations spécifiques aux contraintes. Ouais, et je pense que du coup, pour donner un peu la conclusion, c'est que en préparation physique, on va chercher à créer ce que tu ne crées pas dans ton contexte de pratique. Pour apporter de la variabilité. Exactement. Plus t'es large, plus t'es complet, plus tu peux faire face à plus de contraintes. Et maintenant, il y a les chasseurs. Mec, on vous rassure, on tirer une balle là. On vous rassure, on est loin, on craint rien. Enfin, j'espère. Non, on craint. Ça m'amène. Enfin, je pense qu'on a donné on a donné la conclusion. Donc, faire des squats sur une surface instable. Et c'est de la merde. Tu peux ranger ta surface instable et puis. Squat sur le Bosu, incroyable, gros. Non, mais je crois qu'on fera un épisode dédié aux surfaces instables parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, rangez vos Bosu. Attends, juste avant de clore le podcast, j'aimerais juste que toi, pour définir le podcast, parce que c'est bien quand on fait ça, qu'est-ce que tu appelles préparation physique générale et qu'est-ce que tu appelles préparation spécifique, du coup? Juste pour résumer. Alors, la préparation physique spécifique, c'est... Préparation spécifique, pas préparation physique, on a dit. Ouais, ok. Parce que la préparation physique est générale. Voilà. Je vais être spécifique dans les contraintes que je vais mettre sur mes tissus, mon organisme, mon système nerveux, spécifique au contexte pour lequel je me prépare. Voilà. Et je vais être général quand je vais développer tout ce que je rencontre pas. Et c'est la phrase que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. C'est que la préparation physique, je cherche à créer ce que je crée pas dans mon contexte de pratique. Je pense que c'est bien résumé. Mec, je peux pas compléter vraiment. J'ai exactement ça en tête. Ok. C'est juste que si tu penses que vu que tu fais du sprint, tu fais du leg curl à bloc, ça va pas te rendre meilleur en sprint. Fais du sprint, du sprint. Ça peut, mais c'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant. J'ai envie de te dire, quelqu'un qui fait que du sprint sera sûrement meilleur qu'un gars qui fait 3 fois du sprint et 3 fois du leg curl, quoi. Ouais, peut-être. Ou inversement, on n'en sait rien, mais c'est juste, il n'y a rien de plus spécifique que l'activité en question. Mais le mec qui aura fait du leg curl aura quand même généré des adaptations. Des adaptations importantes. Ouais, et qui peuvent être en fonction de comment il effectue le leg curl, qui peuvent être spécifiques, des contraintes spécifiques à ce qu'il veut créer. On tourne en rond, mais... On s'est bien répété, mais je pense que vous avez bien compris là où on voulait en venir. Bah ouais, ta définition était très bien. Donc en vrai, j'espère qu'on n'a pas utilisé de termes trop difficiles. Juste si tu as des termes que j'ai peut-être dit qui étaient un peu trop difficiles ou si toi t'en as, peut-être les définir maintenant, ça va toujours servir. C'est vrai qu'on a parlé des mitochondries. Ouais, les mitochondries, en gros, c'est un petit organelle. Trop compliqué. Ouais, c'est un petit truc. C'est un petit truc, voilà, qui te permet Qui se trouve où? Dans tes cellules musculaires. Voilà. Dans tes cellules, ouais. C'est dur de faire simple, en vrai. C'est comme si tu avais une petite cellule dans ta cellule. Et en gros, elle va recycler... le lactate. Les déchets. Et le lactate, c'est quoi? Non, c'est pas un déchet, le lactate. Non, mais je sais, mais les gens le voient comme ça. Et encore une fois, c'est un sujet de podcast. Ouais. Mais en gros, il va recycler ce qu'on appelle les déchets, qui en vrai ne sont pas des déchets, pour recréer l'énergie. Vous savez, le fameux acide lactique, là. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'acide lactique dans le corps. Ouais, mais comment... Bref. Viens, on essaie de définir quand même mitochondrie. Juste pour je pense qu'on l'a donné. C'est une petite usine qui produit de l'énergie dans ta cellule. Exactement, c'est une usine qui te produit de l'énergie. C'est exactement ça. T'as très bien défini. Bravo. Non, bravo. On est pas mal. On s'arrête là-dessus. Est-ce qu'on a d'autres termes? Moi, j'ai pas d'autres termes qui viennent en tête. Si vous avez des questions, de toute façon, posez-les et puis ça nous permettra d'y répondre dans les
dans les prochains podcasts en fait. Oui, et puis vraiment, moi j'ai déjà eu des retours sur des personnes qui me disaient qu'à des moments on utilisait des termes et qu'on les définissait pas forcément. Il faut savoir que c'est des termes qui pour nous peuvent paraître logiques, que d'autres personnes peuvent paraître logiques, mais ça paraît pas logique à tout le monde. Donc si vous avez des trucs que vous n'avez pas compris ou des termes que vous n'avez pas compris, le but c'est vraiment pas de vous laisser dans l'inconnu, on est là pour vous expliquer. Donc c'est avec plaisir, vous nous envoyez un petit message ou vous laissez un commentaire sur Spotify dans questions et réponses et on vous répondra avec grand plaisir. Sur Au pire des Spotify cas, et les autres plateformes d'ailleurs. ouais, sur les autres plateformes aussi, mais on vous répondra avec grand plaisir pour expliquer au mieux et pour que tu restes pas dans l'incompréhension. Donc voilà. Laisse-nous un petit 5 étoiles quand même. Ça fait toujours plaisir, franchement. Voilà, c'est gratuit. Et puis partage le podcast à d'autres personnes que tu pourrais, qui pourraient être intéressées par les sujets qu'on traite. Ouais. Et surtout ce qui tourne autour du sport. Et on le répète assez souvent, mais si vous avez des idées de podcast, on est preneur. Pas d'autres choses à rajouter? Exactement. Non. C'est bon? Tout est dit. Parfait. Et Lâche un merci à vous et à bientôt. N'oubliez pas, follow sur Instagram. Ciao.